Le 19 avril 2008, un événement alarmant s'est produit dans un hôpital local. Une jeune femme dans un état critique a été admise, luttant pour sa vie et souffrant d'une maladie inconnue. La situation était urgente, mais le mystère s'est épaissi lorsque l'équipe médicale s'est aperçue qu'il n'existait aucun dossier médical pour la patiente. C'est comme si elle n'avait jamais existé. L'affaire devient encore plus intrigante lorsque la police, alertée et arrivée sur les lieux, découvre que la mère de la jeune fille malade, Elisabeth, a disparu en 1984. Les autorités ont immédiatement commencé à démêler le fil d'une affaire qui avait débuté il y a 24 ans. Le 28 août 1984, dans une petite ville rurale d'Autriche appelée Amstetten, qui compte environ 20 000 habitants. Elisabeth était une personne isolée qui a disparu sans emporter d'objets ou de documents, laissant sa famille perplexe et entravant les recherches. La police a commencé à enquêter, mais elle ne disposait que de peu d'indices. Elisabeth est considérée comme une jeune fille introvertie qui, bien qu'elle aime passer du temps avec ses cousins, reste recluse et isolée à la maison. À l'école, elle avait peu d'amis et ses résultats scolaires étaient moyens, ce qui ajoutait du mystère à sa personnalité énigmatique et à sa disparition insensée. 2 ans avant sa disparition, Elisabeth avait déjà tenté d'échapper à sa famille en s'enfuyant avec une amie dans la lointaine Vienne. La police locale, après avoir fouillé les rues de la ville, a retrouvé les filles et les a ramenées à leur domicile. Cet événement antérieur a fait que, lorsqu'Elisabeth a disparu en 1984, la police a d'abord soupçonné qu'elle avait peut-être simplement fugué à nouveau. Cependant, quelques semaines après sa disparition, ses parents ont reçu une lettre. Le message, prétendument écrit par Elisabeth, indiquait qu'elle avait rejoint une secte et leur demandait de ne pas la chercher, insistant sur le fait qu'elle était saine et sauve. Malgré les assurances données dans la lettre, les amis proches d'Elisabeth ont douté de l'histoire de la secte, et la véritable nature de son absence est restée une énigme. Les parents d'Elisabeth, Rosemary et Joseph, étaient mariés depuis 2 décennies et avaient une descendance de 7 enfants, Elisabeth étant la 4e. Après la naissance d'Elisabeth, la famille a déménagé au centre de la ville, dans une grande maison de 3 étages où, en plus de l'espace occupé par la famille nombreuse, il y avait une pièce qui était fréquemment louée. La rotation des locataires amenait différentes personnes dans la maison, mais la vie de la famille Fritzl, aux yeux du voisinage, était faite de silence et de discrétion. Ils étaient y considérés comme des voisins exemplaires, sans aucun signe de trouble ou d'incident notable. Mais ce n'était pas tout à fait le cas. Joseph, le patriarche de la famille Fritzl, était une figure imposante, connu pour son air autoritaire et respecté par les autorités locales et les citoyens. S'il était salué dans la rue et jouissait d'une réputation de respect, la réalité était tout autre à la maison. Sa personnalité forte et dominatrice l'a transformé en tyran domestique, suscitant la peur et la terreur chez sa femme, qui, à son tour, était extrêmement soumise et sans voix face à lui. Joseph exerçait un contrôle strict sur tous les membres de sa famille. Mais Elisabeth, en particulier, faisait l'objet d'une attention sévère et souvent abusive. Il était connu pour sa violence et son comportement agressif, surtout envers elle. Les autres enfants se rendaient compte que même lorsqu'Elisabeth montrait des signes de détresse, elle restait silencieuse sur les causes, craignant des répercussions de la part de son père si elle parlait. Étrangement, Joseph surveillait constamment Elisabeth, la suivant partout où elle allait et lui interdisant toute forme d'indépendance, y compris en matière de relations ou d'amitié. Ses amis d'enfance se souviennent que même à l'adolescence, lorsque l'intérêt pour les relations commence à se manifester, Elisabeth n'a jamais fait état de sentiments pour qui que ce soit. Son père était invasif au point de fouiller dans ses affaires personnelles, y compris son journal intime, et ne permettait pas à ses amis d'entrer dans la maison. Ils étaient obligés de rester à la porte, et même là, Elisabeth était rarement autorisée à sortir et à jouer avec eux. La police a émis des soupçons quant à l'implication possible de son père dans la disparition d'Elisabeth, tout en explorant la possibilité qu'elle se soit réfugiée dans une secte pour échapper à l'autorité paternelle oppressive. La théorie selon laquelle Elisabeth cherchait une vie tranquille, loin de son foyer tumultueux, était logique, compte tenu de sa précédente tentative d'évasion et de l'environnement domestique autoritaire.
1 an après la disparition d'Elizabeth et la réception par la police d'une lettre prétendument écrite par elle leur demandant de ne pas la rechercher, les autorités ont décidé de classer l'affaire. Pour elle, il semblait évident qu'Elizabeth était bien partie de son plein gré pour s'éloigner de cette famille en difficulté. Cependant, 24 ans plus tard, un événement inattendu s'est produit. Une jeune fille a été transportée d'urgence à l'hôpital, accompagnée d'un homme qui prétendait être son grand-père et que la jeune fille était la fille d'Elizabeth Fritzl. La patiente est inconsciente, dans un état grave, les poumons et le foie défaillants, et en l'absence de dossier médical, les médecins se trouvent dans l'impasse, incapables de déterminer la cause des souffrances de la jeune fille ou si elle pourrait souffrir d'une maladie génétique. Le prétendu grand-père, évasif et peu intéressé lors de l'interrogatoire, éludait les questions et ne donnait que des réponses minimales. Lorsque la police a été appelée en raison de la situation inhabituelle, il s'est avéré que l'homme était Joseph Fritzl. Il affirme avoir trouvé sa petite fille effondrée devant sa maison, accompagnée d'un autre mot d'Elizabeth expliquant que sa fille était malade et qu'elle ne pouvait pas s'en occuper. Cet événement ouvre un nouveau chapitre dans un mystère qui dure depuis près d'un quart de siècle. Face à ce mystère troublant, Elizabeth demande à ses parents de s'occuper de leur fille. Mais il est impératif de la retrouver au plus vite. La santé de la fillette dépend de la connaissance d'éventuelles maladies héréditaires, sans lesquelles les médecins ne peuvent pas fournir de soins adéquats. La police a décidé de porter l'affaire à l'attention du public et a lancé un appel dans les médias pour qu'Elizabeth se manifeste, dans l'espoir qu'elle voie la nouvelle et se rende à l'hôpital pour aider sa fille tombée dans le coma. Une course contre la montre s'est engagée, la vie de la jeune femme ne tenant qu'à un fil. Le lendemain de la campagne publicitaire massive, Elizabeth se présente à l'hôpital, accompagnée de son père. Celui-ci la présente au personnel médical, affirmant avoir retrouvé sa fille. Elizabeth est visiblement silencieuse et semble avoir très peur. À 42 ans, sa peau presque translucide et son apparence maladive ont choqué les médecins. Elle paraissait beaucoup plus jeune que son âge réel, avec des dents mal soignées et l'apparence générale d'une personne qui a souffert pendant longtemps. Face à cette situation alarmante, les médecins ont ressenti le besoin de prévenir à nouveau la police. Joseph et Elizabeth ont été emmenés au poste de police où, par sagesse, ils ont été interrogés séparément. Il était clair qu'Elizabeth craignait d'être en présence de son père et qu'elle risquait de ne pas révéler toute la vérité si elle était interrogée en même temps que lui. Après un long interrogatoire de 5 heures, Elizabeth a commencé à dévoiler la vérité qui avait été cachée pendant près d'un quart de siècle. La vérité est qu'elle est emprisonnée dans une cave depuis 1984, victime de son propre père. Sa fille est également née et a vécu dans la même prison, tombant malade après des années d'enfermement. En révélant cette histoire, Elizabeth a révélé qu'à côté d'elle, dans la cave, se trouvaient ses enfants, tous mineurs, tous nés de la relation incestueuse que leur père leur avait imposée. 7 vies ont jailli de l'obscurité de ce lieu secret, sous la maison que Joseph contrôlait. L'arrestation de Joseph a révélé des aspects de son sombre passé. Élevé dans un environnement de désamour et de violence à la suite du divorce de ses parents, il a été rejeté et maltraité par sa mère. Ces détails de son éducation, même s'ils ne justifient pas ses actes, permettent de comprendre les déformations de sa personnalité. Joseph, qui poursuivait une carrière d'ingénieur, a reproduit le comportement abusif de sa mère dans sa propre maison. Rosemary, sa femme, a subi des violences physiques et psychologiques inimaginables, et leurs enfants ont vécu dans la terreur, immobilisés par la peur à chaque instant. De plus, Joseph avait la secrète habitude d'observer les femmes dans la rue et de les suivre partout où elles allaient. À 32 ans, un sinistre incident vaut à Joseph un bref séjour en prison. Il est condamné à 18 mois pour avoir agressé une femme dans la rue. Étonnamment, cette période de détention n'a duré qu'1 an et demi, malgré la gravité de l'acte. Pendant cette période, il était déjà marié depuis 12 ans. Mais sa femme a choisi de le soutenir, niant la réalité du crime et clamant l'innocence de son mari. Elle a raconté qu'il avait accepté un contrat de travail à l'étranger, justifiant ainsi son absence. Dans l'ombre de ce déni, Joseph a nourri des pensées inquiétantes, avouant aux autorités lors des interrogatoires qu'il se sentait né pour commettre des atrocités. Il a admis que son plan macabre pour la cave souterraine avait commencé à prendre forme en 1978, 6 ans avant qu'il ne se concrétise.
les recherches de Joseph pour trouver un bâtiment approprié ont abouti à la construction d'un bunker sous la maison, déguisé en abri anti-aérien, une pratique courante dans l'Autriche de l'après-guerre. Cependant, l'objectif était louche. Il s'agissait de créer une résidence cachée où il pourrait emprisonner sa fille. Grâce à sa formation d'ingénieur, Joseph a réussi à construire un espace souterrain qui s'est agrandi au fil des ans, équipé d'une cuisine, d'une salle de bain et de chambres. Il a également mis en place un système de sécurité strict, comprenant une porte tournante camouflée par des étagères, un passage secret qui ne pouvait être ouvert que par lui, renforçant ainsi l'isolement de sa fille et de ses enfants. Le jour fatidique du 28 août 1984, Joseph Fritzl met en œuvre le plan qu'il avait minutieusement élaboré. Sous prétexte d'une dispute, il attire Elisabeth dans le garage et lui fait perdre connaissance à l'aide de chloroforme. Elisabeth s'est réveillée piégée, enchaînée dans un sous-sol sombre, sans lumière naturelle et avec très peu d'espace. Espace dans lequel elle a vécu pendant 24 ans. Immédiatement après l'enlèvement de sa fille, Joseph s'est présenté à la police comme un père désespéré, signalant la disparition d'Elisabeth. Sa prestation a été convaincante. Il a suggéré qu'elle avait pu s'enfuir, renforçant ainsi le récit de la secte et réduisant les soupçons à son égard. Malheureusement, les abus dans la cave étaient fréquents et Elisabeth a dû faire face à plusieurs grossesses pendant sa captivité. La première a eu lieu à l'âge de 23 ans. Sans aucune assistance, elle a été laissée seule pour accoucher, avec seulement un livre sur l'accouchement et les quelques fournitures fournies par Joseph. Malgré les horreurs inimaginables, elle est devenue une mère dévouée, apprenant à ses enfants à lire et à écrire, et se servant d'une télévision comme d'une ressource pédagogique et d'un maigre lien avec le monde extérieur. Joseph apportait parfois des objets tels que de la neige ou même des feuilles d'arbres, dans une tentative perverse de donner aux enfants une expérience du monde en dehors de leur enfermement. Cependant, la menace de mourir sous terre plane constamment sur eux si la moindre idée de rébellion ou d'évasion surgit, les maintenant dans un état perpétuel de peur et de soumission. À l'intérieur de l'enceinte, une tragédie s'est déroulée qui a profondément ébranlé Elisabeth. L'un de ses fils, Michael, est né en 1996 avec de graves problèmes respiratoires. Malgré les appels désespérés d'Elisabeth à l'aide médicale, Joseph a refusé d'emmener le bébé à l'hôpital. Le manque d'intérêt et d'empathie de Joseph a entraîné la mort du petit Michael, une perte qui aurait pu être évitée grâce à un traitement médical approprié. Michael est mort dans les bras d'Elisabeth, un événement qui reste dans les mémoires comme l'un des moments les plus douloureux de sa captivité. Au lieu de lui donner un enterrement digne de ce nom, Joseph a incinéré le corps du garçon d'une manière atroce et inimaginable. Avec l'augmentation du nombre d'enfants dans le sous-sol, l'espace est devenu insuffisant. Joseph a alors pris une décision horrible. Il a commencé à retirer certains enfants du sous-sol. La première fut Lisa, l'un des bébés qui pleurait souvent et qui n'avait que 9 mois. Joseph l'a laissé dans un panier à l'extérieur de sa maison où Rosemary l'a trouvé. À côté du bébé se trouvait une lettre prétendument écrite par Elisabeth, demandant aux parents de s'occuper de l'enfant car elle n'était pas en mesure de le faire. Les lettres étaient falsifiées sous la menace, une cruauté supplémentaire que Joseph imposait à Elisabeth, la forçant à écrire des messages comme si elle se trouvait quelque part au loin, incapable de s'occuper de ses propres enfants. Joseph Fritzl a décidé de garder les enfants dans la cave et de les emmener vivre avec lui et sa femme en se basant sur le critère dérangeant de savoir lequel d'entre eux faisait le plus de bruit. Ceux qui étaient jugés trop bruyants ou qui pleuraient trop étaient emmenés au laitage de la maison alors qu'ils étaient encore bébés, ce qui signifiait qu'ils n'avaient aucun souvenir de leur mère ou de leur situation réelle. Ces enfants, séparés de leur mère dès leur plus jeune âge, ont été élevés dans l'idée fausse qu'ils avaient été abandonnés, alors qu'en réalité, Elisabeth avait été emprisonnée par son propre père et vivait dans la partie inférieure de la maison où vivaient les enfants. Les enfants qui ont réussi à monter ont été intégrés dans la vie normale de la famille, privés de la connaissance de leur origine. Joseph, cependant, a fait en sorte d'infliger encore plus de souffrance aux enfants restés au sous-sol, en leur prenant des photos de leurs frères et sœurs en train de profiter d'activités extérieures telles que des barbecues et des jeux dans la piscine.
Ce comportement cruel a eu pour effet de mettre en évidence les différences entre les vies des enfants, de démontrer une préférence claire et d'offrir une vie apparemment heureuse et normale à certains, tout en maintenant les autres dans des conditions inhumaines. Après les déclarations choquantes à la police, une opération de sauvetage a été immédiatement mise en place pour libérer les enfants qui étaient toujours enfermés dans le sous-sol. Pendant le transport vers l'hôpital, Félix, le plus jeune âgé de 5 ans, s'est montré fasciné par le monde extérieur et s'est collé à la fenêtre de la voiture, s'émerveillant de la vue du ciel, des arbres et des autres véhicules sur la route, car c'était quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu auparavant. À l'hôpital, il a été confirmé que tous les survivants, y compris la fille d'Elisabeth, âgée de 19 ans, s'étaient rétablis. La fille aînée a survécu grâce aux appels désespérés d'Elisabeth à Joseph, qui l'a supplié de l'emmener à l'hôpital. Utilisant la perte tragique de son fils Michael comme argument dévastateur, Elisabeth a réussi à convaincre Joseph de la nécessité d'une assistance médicale, évitant ainsi une nouvelle mort sous ses yeux et les sortant ainsi tous des conditions inhumaines auxquelles ils étaient soumis. Pendant 24 ans, la présence de plus de 7 personnes confinées sous la maison est passée inaperçue, même pour les locataires qui louaient tant des chambres dans la propriété. Joseph a établi des règles strictes, interdisant toute approche du sous-sol ou même du jardin qui le surplombe, sous peine de résiliation immédiate du contrat de location. Curieusement, un chien appartenant à l'un des locataires s'agitait près du sous-sol, les alertant peut-être de la présence cachée. Mais ce soupçon n'a pas suffi à soulever de sérieuses questions de la part des locataires, ni à attirer l'attention sur l'horreur qui se déroulait juste en dessous d'eux. Joseph a abandonné sa carrière d'ingénieur pour se consacrer au marché de l'immobilier, ce qui lui a donné la flexibilité d'horaire nécessaire pour maintenir cette double vie. Il avait l'habitude de dire qu'il faisait ses courses à des heures et à des endroits différents pour la famille de l'étage, s'assurant ainsi que ses actions voyage n'éveillait pas les soupçons. Cette organisation méticuleuse incluait des livraisons la nuit, lorsque tout le monde dormait, afin de garder son sombre secret à l'abri. Joseph Fritzl a été jugé pour une série de crimes odieux, dont l'inceste, le viol, l'enlèvement, l'esclavage et la mort tragique de l'un de ses enfants. Au cours du procès, il a tenté de justifier ses actes en invoquant une intention tordue de protéger sa fille, Elisabeth, de ce qu'il considérait comme un mode de vie inadapté, estimant qu'elle fréquentait des personnes de mauvaise influence. Il est apparu au tribunal en cachant son visage avec une mallette, dans un procès qui a attiré l'attention des médias du monde entier et est devenu un scandale international. La participation d'Elisabeth au procès, bien qu'elle n'ait pas été enregistrée sur vidéo pour préserver sa vie privée, a été décisive pour l'issue de l'affaire. Son témoignage émouvant et détaillé sur les horreurs qu'elle a vécues a été déterminant pour la condamnation de Joseph, qui a enfin admis sa responsabilité dans les actes inhumains qu'il a commis à l'encontre de sa famille. Condamné à la prison à vie, Joseph Fritzl a vu son destin scellé par la justice. Elisabeth, quant à elle, s'est vue offrir une nouvelle chance de repartir à zéro. Aujourd'hui, elle vit sous une nouvelle identité dans un lieu secret en Autriche, connu sous le nom de Village X, essayant de reconstruire sa vie et celle de ses enfants après les années de terreur. Les autorités se sont efforcées de protéger leur vie privée et leur sécurité, leur permettant ainsi de retrouver un certain degré de normalité et de se remettre de l'immense traumatisme qu'ils ont subi. Les enfants d'Elisabeth, aujourd'hui adultes, continuent de faire face aux répercussions psychologiques de leur captivité et suivent des thérapies pour les aider à surmonter les traumatismes subis. Ils maintiennent un style de vie réservé, avec des mesures de sécurité extraordinaires, telles que dormir avec la porte de leur chambre ouverte et avoir leur maison constamment patrouillée et surveillée par des caméras. Un rapport de 2019 suggère qu'Elisabeth a trouvé amour et soutien auprès de l'un des gardes du corps chargé de sa sécurité. Une lueur d'espoir et de renouveau dans son parcours vers la guérison après des décennies de souffrance. Cependant, la nature de cet amour est tout aussi discutable, car malheureusement, après des décennies d'abus, il est compréhensible que l'esprit de la femme soit complètement brouillé, ainsi que celui de ses enfants qui ne vivront probablement jamais une vie normale à cause de leur père qui semblait ne rien ressentir pour eux
si ce n'est le sentiment qu'il lui appartenait, ce qu'aucun père ne devrait jamais faire. Si vous pouvez vous abonner et nous donner un like, j'apprécierais vraiment. Cela ne coûte rien et aide énormément notre chaîne.